Ici, c'est un passage en sens unique. Leur dit en guise d'adieu le commandant du dernier poste frontalier, en tripotant sur son cou un bouton de pu-mûr. Les trois hommes observèrent alors où ils venaient d'arriver. Mendelivskaya, plongée dans la pénombre et le brouillard, était trempée jusqu'à l'os. L'escalier du couloir de correspondance depuis Novoslobodskaya ne descendait pas vers un sol de granit, mais plongeait dans un lac. Les gens d'ici vivaient avec l'eau jusqu'aux chevilles. Une eau brune, stagnante. Artyom ouvrit son sac de voyage pour en sortir des cuissardes de pêcheur. Il en profita pour passer sa kalachnikov en bandoulière. Omer aussi était chaussé de résine, signe d'un voyageur chevronné. « Ah, je savais pas qu'elle était inondée !» marmonna Alioka en frissonnant. Ici et là, on apercevait, affleurant à la surface, des cadres bricolés en bois pourri. Ils avaient été éparpillés sans ordre apparent, et personne ne se souciait de les rassembler en un îlot, ou d'en faire un chemin. « Ce sont des palettes !» fit Omer en descendant dans l'eau trouble pour gagner un de ces îlots de bois. On en utilisait pas mal dans le temps, dans le transport routier. Je me souviens des panneaux de publicité sauvages qui avaient envahi les alentours de Moscou. Achète des palettes, vends des palettes. Il y avait tout un marché noir autour de ces palettes. Et on se demandait à quoi ça pouvait bien servir d'avoir fabriqué autant de palettes. Maintenant tout est clair. On les achetait en attendant le déluge. Cependant, la plupart de ces palettes avaient depuis longtemps été rongées par l'humidité et s'étaient affaissées de plusieurs centimètres sous la surface. Il n'était possible de les voir qu'à très courte distance, à travers la saleté en suspension, juste sous ses pieds. Quand on la balayait du regard, la station donnait réellement l'impression d'être submergée par les eaux bibliques. Tous ici marchent miraculeusement sur les eaux, comme le prophète, ricana Omer en regardant les habitants de la station patauger autour d'eux. Le broker aussi se fendit de son analyse. Ah, on dirait qu'ils ont eu une coulée de merde. Bientôt leurs yeux oublièrent l'éclat intense de la anse, et la faible clarté des lieux leur fut plus que suffisante. De la graisse brûlait dans des jattes, disposées sans ordre apparent, souvent à côté de l'habitat de leur propriétaire. Parfois elles étaient dissimulées derrière un écran de sac aux couleurs fanées, mais encore présentes. On dirait des lampions chinois, commenta Omer. C'est joli, non? Artyom, lui, avait un point de vue très différent sur la question. Derrière les arches, qui paraissaient noires et murées de prime abord, il y avait les voies. Mais pas des voies ordinaires comme dans les autres stations. À Mendelivskaya, la frontière n'existait plus entre les quais et les voies. L'eau trouble avait tout unifié. Il ne restait plus qu'à deviner où il était encore sûr de marcher, et où on risquait de manquer un pas et de boire la tasse. Mais la question la plus importante était comment aller plus loin? L'accès vers la surface était effondré et scellé. La correspondance coupée. Le tunnel était submergé d'une eau froide et sale qui vous arrivait au moins jusqu'au cou, peut-être même radioactive de surcroît. Il ne fallait pas s'y baigner. Si on y était pris de convulsions et que la lampe de poche lâchait, c'était un bon moyen de finir en flotteur, face vers le fond, le temps que l'eau envahit les poumons. Le long des voies invisibles étaient assis des gens du cru, qui pêchaient à l'aide de petits filets, il valait mieux ne pas savoir quoi, et gober leur prise crue aussitôt sortie de l'eau. « C'est mon verre. T'as piqué mon verre? Rends-moi mon verre, salaud !» cria un des pêcheurs en saisissant son voisin par le col. Ces gens n'avaient ni barque ni radeau. Ils ne pouvaient quitter Mendelivskaya, même si cela ne semblait pas dans leur intention.
Qu'allait-il advenir d'Artyom et d'Omer? Pourquoi est-ce que c'est inondé? Cette station serait-elle plus basse que Novoslobodskaya? Marmonna Artyom en formulant ses pensées à haute voix. Elle est de 8 mètres plus profonde, dit Omer en fouillant dans sa mémoire. C'est l'eau de là-haut qui s'écoule ici. Il suffisait de s'éloigner des marches du couloir de correspondance pour qu'une nuée de gamins malingres se collât à leurs jambes. Ils n'osaient pas s'approcher du cordon de la anse. On avait dû trouver une manière de les en dissuader. « Eh monsieur, une cartouche! Monsieur, une cartouche! Une cartouche, monsieur !» Ils étaient malingres, mais vifs. On avait vite fait d'attraper une main qui plongeait dans sa poche. Une main glissante, rapide, agile. On avait l'impression de l'avoir attrapé, mais en vérité il n'en était rien. Et il était impossible de savoir lequel des petits diables avait fait le coup. Des rivières souterraines couraient tout autour du métro, s'attaquaient au béton, frappaient à la porte des stations les plus profondes. Ceux qui le pouvaient écoper, renforcer les murs, pomper la boue, chasser l'humidité. Ceux qui ne le pouvaient pas coulaient en silence. À Mendelivskaya, les gens avaient la flemme, tant de ramer que de couler. Ils luttaient contre l'adversité, de temps en temps, avec les moyens du bord. Ils avaient dérobé quelque part des échafaudages de chantier, avaient planté cette jungle de fer dans leur station, et s'étaient hissés tout en haut, sous le plafond, pour s'y installer sur des lianes métalliques. Les plus pudiques avaient entouré leur nid de sacs en plastique pour abriter leur quotidien des regards. D'autres ne prenaient pas cette peine, et allaient même jusqu'à faire leurs besoins du haut des derniers étages, directement dans l'eau en contrebas. Jadis, la salle de Mendelivskaya, tout en majesté et en retenue, parée de marbre blanc et s'ouvrant sur de larges arcades, avait tous les airs d'un palais des mariages. Mais les coulées de boue avaient emporté les dalles de marbre, provoqué des courts-circuits, éteint les lustres métalliques et transformé les gens en amphibiens. Il ne devait plus se célébrer beaucoup de mariages dans la station. On devait se contenter de grimper plus haut sur les échafaudages pour garder le postérieur au sec, pendant qu'on s'accouplait à la hâte. Ceux qui ne pêchaient pas des vers étaient perchés sur leurs branches, l'air absent et abattu, à fouiller les ténèbres des yeux, à raconter des sottises et à glousser bêtement. La station ne semblait pas offrir d'autre occupation. « Je boufferais bien quelque chose, moi !» répéta Lyoka. Il venait de monter au sec sur un îlot en repoussant les quémandeurs, et regardait ses chaussures d'un air affligé. Son insistance fit se contracter l'estomac d'Artyom. Il aurait fallu qu'il mange à Prospect Mira. Là-bas, il y avait des brochettes de porc et des champignons grillés. Alors que dans cette station... « Eh monsieur, une cartouche !» Artyom raffermit sa prise sur son sac de voyage et repoussa les mioches. Il sentit de nouveau une main plongée dans sa poche. Elle y trouva quelque chose et se contracta. Mais cette fois il était prêt. Il attrapa une fillette aux cheveux emmêlés, et à la dentition incertaine. La petite n'avait pas plus de 6 ans. « C'est fini l'épouvantail. Rends-moi ce que tu as pris. » Il entreprit de lui desserrer les doigts un à un, et en affichant sa colère. La fille avait peur, mais se montrait bravache. Elle proposa à Artyom de l'embrasser s'il la laissait partir. Dans sa main, elle serrait un champignon. Comment était-il arrivé dans sa poche? Un champignon cru, cueilli depuis peu. Qu'est-ce que cela signifiait? « Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi le champi, quoi! Qu'est-ce que ça peut te faire ?» piailla-t-elle. Artyom résolut l'énigme. C'était Anna qui l'avait glissé là. Elle lui avait mis un champignon dans sa poche en guise d'adieu. « Voilà qui tu es, Artyom.
Voilà ta nature et ton essence. Ne l'oublie jamais pendant tes errances héroïques. Souviens-toi de toi, et souviens-toi de moi. Je ne te le donnerai pas, dit Artyom d'une voix ferme en enlevant la main enfantine, avec plus de force qu'il ne l'avait voulu. Ah! Mais ça fait mal! Sale type! Il desserra les doigts et libéra la sauvageonne. Arrête! Attends! Elle brandissait déjà une barre de métal dans sa direction depuis une distance raisonnable. Mais elle se figea à ses paroles, accepta de surseoir à son geste. Elle avait donc encore un peu de foi en l'être humain. « Tiens » dit-il en lui tendant une cartouche. « Lance-la, sale type. Je ne m'approcherai pas de toi. Ou alors juste un peu. Comment sortir d'ici? Comment rejoindre Tsvetnoï Boulevard? » Pas moyen, dit-elle en se mouchant dans sa main. S'il le faut, ils viendront te chercher. Qui? Ceux qui le font. Artyom lui jeta une cartouche dans la main, puis une deuxième. Elle attrapa la première, mais la seconde tomba. Et aussitôt, 3 bambins plongèrent dans l'eau trouble glacée. La fillette leur distribua des coups de pied, à qui dans la mâchoire, à qui dans l'oreille, pour récupérer son bien. Cependant, la chance avait souri à un autre. Elle ne pleura pas de dépit, mais apostropha le gamin d'une voix dure. « Attends donc demain que je te mette la main dessus !»« Écoute-toi » l'interpella Lyoka. « Quelqu'un a de quoi grailler dans le coin? Mais un truc qui retourne pas le bide, hein. Conduis-moi à lui et je te filerai une cartouche. » Elle le regarda d'un air dubitatif, puis renifla bruyamment. « Tu veux un œuf? De poule? Non, de rat. Bien sûr de poule. Y a quelqu'un qui en a à l'autre bout du village. » Lyoka eut une mine réjouie. Et soudain Artyom crut dans cet œuf. Cuit, avec le blanc comme la sclérotique de l'œil, et le jaune comme un soleil sur un dessin d'enfant, frais et moelleux. Et lui aussi eut envie de le manger, cet œuf. Et mieux même, il eut envie d'en manger 3, frits à la poêle, dans la graisse de porc. On n'élevait pas de poules à VDNKH. Aussi, la dernière fois qu'il avait eu l'occasion de manger des œufs au plat, c'était à Police. Il y avait plus d'1 an, au tout début de sa relation avec Anna, quand ils étaient tout feu tout flamme. Artyom cacha le champignon d'adieu dans une poche intérieure. « J'en suis, » dit-il à Lyoka. « Ils vont bouffer l'œuf !» s'écria la fillette. Cette nouvelle plongea la marmaille dans un état d'excitation sans précédent. Tous ceux qui essayaient de quémander une cartouche à Artyom déposèrent aussitôt les armes et entourèrent en silence les nouveaux venus. Toute cette délégation sauta de palette en palette, comme une procession de canetons, pour se rendre à l'autre extrémité du quai, où devait être caché le poulailler. Les enfants les suivaient sur la forêt d'échafaudage, couraient, les dépassaient sur des plateformes plus hautes, et parfois tombaient avec un cri dans les eaux boueuses. À moitié endormis dans des hamacs, les gens les regardaient passer d'un air bovin, et les suivaient du regard par réflexe en essayant de démêler leurs pensées confuses. « On va en boîte ce soir ? J'ai vu sur une affiche qu'il y a un Suédois trop cool qui va venir faire de l'électro. » « Et alors ? Ce sont tous des pédales en Suède. Ils ont dit ça à la télé hier. »« Ils ont sucé trop de verre !» expliqua la fillette. Sur une des palettes, abandonné à lui-même, un cadavre boursouflé se gonflait d'eau. Artyom vit un rat nager vers cette pitance, en gardant la tête hors de l'eau. La différence n'est que de 8 mètres, et pourtant on a l'impression d'être descendu en enfer, pensa-t-il tout haut. Ouais, approuva Lyoka. Ça veut dire que les nôtres occupent aussi l'enfer, et qu'ils n'ont pas oublié la langue.
Trop bien. Ils arrivèrent enfin à l'autre extrémité de la station, tout au fond du cul-de-sac. « C'est là !» cracha la fillette. « Il est là ! Donne-moi la cartouche !»« Hé, la patronne !» cria le broker en basculant la tête en arrière. « On dit que tu vends des œufs !» Possible? Laissa échapper une barbe emmêlée qui pendait au-dessus d'eux. « Donne-moi la cartouche ! Donne-la-moi, sale type !» lança la fillette d'une voix où perçait l'inquiétude. Lyoka laissa échapper un soupir amer, mais paya leur guide. De nombreux yeux observèrent avidement cette transaction, depuis des tanières voisines. « Combien ?» 2. exigea la barbe. 2 cartouches. J'en prendrai 2. Et pour mes camarades, il y en aura 3 de plus. C'est l'affaire du siècle qui vient frapper à ta porte, frangin. Au-dessus d'eux, il y eut du remue-ménage. On laissa échapper quelques plaintes. 1 minute plus tard se tenait devant eux un homme portant une veste à même la peau. Le bas était couvert par une jupe blanche taillée dans un large sac, dont on avait coupé la partie inférieure et qui portait une inscription presque effacée. Au chat. Son regard était fiévreux, sa barbe ébouriffée et parsemée de détritus. Dans une main, le moujik tenait fièrement, comme s'il s'agissait du globe impérial, l'objet de son pouvoir, un œuf souillé de fiente. De l'autre, il serrait contre lui, avec tendresse et fermeté, une poule maigre au regard révulsé. « Oleg !» se présenta-t-il, très digne. « Dis-moi, mon petit Oleg, est-ce qu'il n'y aurait pas une ristourne ?» demanda le broker. « Chaque chose a son prix, » répondit l'autre avec assurance. « L'œuf coûte 2 cartouches. »« D'accord. Allez, donne-le-moi. Il est cuit ? Et puis 4 autres. Donc pour toi, ce sera 1, 2, 5 et 10. »« Ah, pas possible !» fit Oleg en hochant la tête. « Quoi, pas possible ? Bah, y a qu'un œuf. Donnez-moi 2 cartouches et j'ai pas besoin du reste. »« Mais comment ça, un seul ?» demanda Artyom. « Il n'y en a qu'un pour toute la station aujourd'hui. Prenez-le, tant que d'autres n'ont pas surenchéri. Et il est cru. Y a rien pour le faire cuire ici. »« Mais on fait quoi ?» demanda Lyoka. « Tu le gobes, voilà ce que t'en fais. Casse-le juste ici et gobe-le. Mais tu paies avant. » Ouais, d'accord, voilà tes cartouches. Mais je mange pas de trucs crus. Une fois, j'ai été malade pendant 1 mois. J'ai même failli y passer. Je le ferai cuire quelque part. Ah non, dit Oleg sans lâcher l'œuf ni toucher aux cartouches. Tu le bois ici devant moi, ou je ne te le vends pas. Mais en quel honneur ? Eh ben parce que la poule a besoin de calcium. Comment fait-elle, à ton avis, pour la coquille ? La petite sauvageonne se tenait à côté d'eux et observait la scène. C'était ainsi qu'elle élargissait son expérience de la vie. Les autres avaient quitté la pénombre. Ils se préparaient à quelque chose. Non seulement les enfants, mais aussi les adultes qui vivaient non loin. Tous s'étaient rapprochés. Mais quoi ? demanda Lyoka. La coquille d'un œuf est faite de calcium. T'as été à l'école ? Pour pondre un nouvel œuf, il lui faut du calcium. Et où est-ce que je vais en trouver ici ? Alors bouffe ton truc et pose la coquille sur la palette. Elle va la manger et demain, vous pourrez venir chercher un nouvel œuf. Et ça pour 2 cartouches ? Toute chose a un prix. Je ne suis pas un profiteur. J'achète des champignons. La valeur d'une cartouche pour elle est pareille pour moi. Pour la journée. Et demain, il y aura un nouvel œuf. Tout est calculé au plus juste. Tout fonctionne. Comme une montre suisse. Si tu ne veux pas, je le refilerai au Sonderkommando. Ils apprécient leur gogli le matin. Alors, tu prends ? À qui ? demanda Homer. Vas-y, donne-le ton gogli.
marmonna Lyoka. Fais attention quand tu vas casser la coquille, qu'elle tombe à l'intérieur. Oui, n'apprends pas à un vieux singe à faire la grimace. Le silence fut brisé par le craquement de la coquille. Ah, il l'a cassé comme un professionnel, chuchota quelqu'un dans l'assemblée. C'est bon, hein? Demanda avec envie un garçon au ventre gonflé. Eh, bois pas si vite! Fais durer! Savoure! Lui conseilla une femme. Est-ce qu'il a déjà eu le jaune? Oh, quelqu'un a vu le jaune? Ah non, vraiment, on dirait qu'il bouffe des œufs tous les jours. Hein. Les commentateurs ne dérangeaient pas Lyoka. Ils ne les remarquaient pas. C'est quoi cette manie de le faire cuire? L'œuf, c'est bon cru. Le blanc, c'est comme du verre liquide. L'âme humaine doit ressembler à ça, à mon avis, dit Oleg en se grattant la barbe. Et dis-moi, monsieur, lui demanda Artyom, comment est-ce qu'on pourrait partir d'ici? Où ça? Pourquoi? Vers la prochaine station, par exemple, à Tsvetnoï Boulevard. Bah, y a rien à faire là-bas, déclara Oleg sur un ton catégorique. À supposer que tu ailles taquiner les vers, dit à haute voix le broker, et que tous les jours tu mettes un œuf de côté, que t'en vendes 2 dizaines d'un coup à la anse et qu'avec le produit de la vente tu te prennes une deuxième poule. Tu arrêterais de travailler pour rentrer dans tes frais. En 1 mois tu ferais déjà des bénéfices. Hein? Attends, tu voudrais que je la nourrisse de vers? La poule est un animal délicat. Elle pourrait en crever de ces trucs. Tu parles d'un vieux singe. Alors pourquoi ne pas attendre les poussins? Et si je t'avançais des munitions pour l'achat d'un coq? Lyoka fit teinter ce qui lui restait de cartouches. Voire même si j'apportais ce coq en tant que contribution en nature pour être associé à 50% dans notre future société par action. Hein? À cet instant, la fillette, qui avait suivi la discussion sans ciller, ne put supporter davantage l'ennui d'une vie honnête. S'élança, bondit et frappa la main du broker par en dessous. Les pilules pointues de laiton sautèrent et plongèrent entre les lattes de la palette, vers le fond de l'eau boueuse. Les commentateurs des exploits ovoïdes s'agitèrent. « Oh la petite traînée !» hurla le broker. « Je vais t'exploser, fille de chienne! Rendez-moi ça immédiatement !»« Ah, il est beau ton crédit !» lâcha Oleg. « Et il faudrait que je m'associe avec toi. » Pourquoi faire? Va te faire voir! Lyoka se laissa tomber à genoux et chercha à l'aveuglette, dans l'eau trouble, ses munitions noyées. Il brandissait à bout de bras l'œuf qu'il n'avait pas eu le temps de finir. La gamine avait grimpé hors de portée des représailles, et s'était cachée au milieu de sacs déchirés, où elle devait sans doute prier un Dieu connu d'elle seule, que le broker ne retrouvât pas toutes ses balles. Les autres n'osaient pas tenter leur chance, et piétinaient en louchant sur la kalachnikov que portait Artyom. « Eh, l'argent fait pas le bonheur !» dit Oleg. « L'homme n'a pas besoin de grand-chose. Qu'est-ce que cela me fait d'avoir un œuf ou bien d'en avoir 10? Un seul me suffit parfaitement. Avec 10, on a vite fait d'attraper un volvulus intestinal. J'ai toujours vécu comme ça et je compte bien continuer. » Mais à cet instant, le vil dieu des clochards avait entendu et exaucé les chuchotements de la fillette. Il s'était arraché un poil de barbe, avait récité une formule magique, et le broker Lyoka posa sa main ouverte non pas sur une cartouche, mais sur un tesson de bouteille. Il sortit sa main de l'eau. La coupure ressemblait à une bouche d'enfant ouverte qui vomissait du sang noir. « Ah, bande de salopes! Ah, vous êtes que des chiens galeux !» Lyoka se mit à pleurer de rage. Il broya dans son poing l'œuf qu'il n'avait pas fini de gober, et le jeta dans les ténèbres. Les gens se turent de stupeur. « Salaud! Salopard! Mais qu'est-ce que tu... » Oleg perdit l'usage des mots devant la violence et la cruauté avec laquelle la coquille fut broyée, et la vitesse à laquelle elle coula. « Enfoiré! Saloperie d'enfoiré! Fils de chienne !» Il plongea dans l'eau, pieds nus, la poule sous le bras.
dans l'espoir de retrouver la coquille brisée. Il la vit, blanche sur fond de boue, mais il ne fut pas le premier à l'atteindre. Un rat affamé le devança, s'empara du trophée et l'emporta vers sa tanière, où il disparut. Ce fut la goutte qui fit basculer Oleg dans le désespoir. Il posa la poule sur une perche et marcha droit sur le broker en agitant ses bras dans tous les sens. Malgré son long séjour dans le métro, il n'avait pas appris à se battre. Le broker lui porta un gauche rapide à la mâchoire et le mit au tapis. Couché sur la palette, la barbe baignant dans l'eau sale, Oleg marmonnait, désespéré et humilié. « Toute ma vie, salaud, toute ma vie brisée, marchand de mes deux, vieux singe. Pourquoi tu m'as fait ça ?» Par compassion, la foule se porta en avant. Artyom fit jouer le cran de sûreté et empoigna un peu mieux sa kalachnikov, pour ne pas être pris au dépourvu. Pourtant, personne ne se pressait pour prendre la défense du malheureux. Et voilà, c'en est fini d'Oleg, chuchotait-on ici et là. Ah, si c'est pas dommage, ça lui apprendra à s'engraisser, qu'il vive donc comme tout le monde. Oleg éclata en sanglots. À la Hanse, il y a du sable, pour les travaux sur Novoslobodskaya. Qu'elle picore un peu de sable, dit Homer pour essayer de le consoler. Et peut-être qu'elle pourra en pondre encore un avec les réserves dont elle dispose. Ah, quel génie! Encore un qui s'entend en réserve chez les poules. Pour la Hanse, vas-y toi-même. Ils vont vous arroser de sable, tiens. Lyoka, déboussolé, compressait sa blessure de sa main valide. Mais la bouche effrayante dessinée sur sa paume refusait de se refermer. Chacun savait qu'il aurait fallu de toute urgence baigner la main du broker dans l'alcool, parce que la peau stagnante de la station abritait une vie très diverse, et que dans moins d'une journée la gangrène gagnerait la blessure. « Est-ce que quelqu'un aurait de l'alcool ?» cria Artyom en direction de la jungle. « Pour le rincer. » Il entendit des gloussements pour toute réponse, et des bruits de singes. De l'alcool, bien sûr. Pour rincer qui ? La moitié des gens de votre station sont complètement défoncés. Vous distillez bien quelque chose, non ? Même de la merde, je prends, ajouta Lyoka. C'est à force de sucer des vers qu'ils sont dans cet état, lança une bonne âme. Ça leur montre de belles histoires. Mais il n'y a pas d'alcool chez ces bestiaux. Ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts, ces connards de manchots, s'emporta Lyoka. Va donc en quémander auprès des soldats, lui conseilla-t-on. Ah, bonne idée, ouais. Demande aux militaires, s'esclaffa quelqu'un d'autre. Ils ont raison. Artyom saisit Lyoka par l'épaule. Allons voir les gardes-frontières. Tu retourneras sur le territoire de la Hanse. Nous avons des visas en bonne et due forme. L'homme au chandail est parti depuis longtemps. Ils vont te rafistoler et puis on se séparera. Où ça ? s'écria Oleg. Où comptez-vous aller ? Et moi alors ? Qu'est-ce que je deviens ? Ah non, je retourne pas là-bas, se braqua Lyoka. Où comptez-vous aller ? Répéta Oleg sans avoir entendu la réponse. Vous m'avez foutu par terre toute mon algèbre. Bon, écoute, toi... Artyom porta la main sur le chargeur pour en extraire de la consolation pour Oleg. Mais l'autre interpréta son geste d'une manière très différente. « Tortionnaire ! Bourreau ! Tu veux m'assassiner ? Vas-y, tire !» Il se releva, saisit le canon de l'arme et le plaqua contre son abdomen. Il y eut une détonation. La poule battit de ses ailes atrophiées et se mit à courir sur la palette, affolée. Les gens restèrent quoi ? Sonnés. L'écho se répercuta en suivant le cours de la rivière souterraine. Putain, mais qu'est-ce qui te prend ?
demanda Artyom à Oleg. L'autre s'assit. Ah ben voilà, répondit-il. À hauteur de son ventre, sa veste s'imprégnait rapidement d'un liquide brillant, qui glissait sur sa jupe blanche improvisée. Chacun put voir qu'il s'agissait de sang clair. Tout cela semblait parfaitement absurde. « Mais qu'est-ce qui t'a pris ?» répéta Artyom. « Pourquoi t'as fait ça ?» Oleg chercha sa poule des yeux. À qui pourrais-je la laisser? demanda-t-il d'une voix douce chargée de tristesse. À qui la laisser? Ils vont me la bouffer. Et pourquoi tu fais ça, imbécile? Hein? Triple buse! Hurla Artyom, frappé par sa propre impuissance. Celle d'Oleg. Celle de tout un chacun. Ne crie pas comme ça, lui dit Oleg. J'ai mal au cœur à l'idée de mourir. Viens, ma poulette. Viens me voir. Salaud! Crétin! Allez, prends-le! Attrape ses jambes tout de suite! On file à la hanse! Cria Artyom au broker en saisissant Oleg par les aisselles. Mais Lyoka n'était bon à rien avec sa main coupée. Artyom remit son sac de voyage à Omer, confia la radio au broker, chargea Oleg sur son dos et se mit en chemin vers le couloir de correspondance. « Et voilà l'histoire d'Oleg, » dit-on dans la foule. « On est, on vit, et on trépasse. Et son œuf ne l'a pas sauvé. » Omer emboîta le pas à Artyom, suivi de Lyoka qui fixait sa pomme d'un air hébété. La poule, qui avait repris ses sens, caqueta et s'élança à la poursuite de son maître, en voletant de palette en palette. Et tous les commentateurs qui s'étaient rassemblés autour de la scène la suivirent en procession, en se frottant les mains et en ricanant. Tous, sauf un. À peine les lieux vidés, une ombre descendit des échafaudages, plaqua son visage contre le bois et plongea sa petite main dans la boue, au milieu des morceaux de verre. Elle n'avait rien à craindre. Les plaies des enfants sans foyer se refermaient d'elles-mêmes, et leur sang pouvait venir à bout de n'importe quelle infection. Quant à la mort, elle ne ramassait que les enfants domestiques douillés. Elle n'avait aucune envie de se gâter les dents sur les orphelins tout en os. Quand ils revinrent au centre de la salle, au pied des escaliers, qui permettaient de gravir les 8 mètres séparant cette mer souterraine des cieux lointains, les échafaudages grouillaient des habitants de la station. Le brouhaha cessa. Tout le monde était dans l'expectative. Artyom monta sur le rivage, se campa sur le granit, puis entreprit de gravir les marches, en laissant derrière lui des flaques de boue. « Hé les gars !» cria-t-il aux gardes-frontières. « On a une situation d'urgence. Nous avons besoin d'accéder à un hôpital. Vous m'entendez ?» Des chuchotements parcouraient la foule des mains des Liviens, qui observaient la scène avidement. Aucune réponse ne vint de l'autre côté des barricades. Il y régnait un silence de mort. « Les gars, est-ce que vous m'entendez ?» Un ruisseau dévalait les marches, en charriant le sang contaminé depuis la Novoslobodskaya en voie de rétablissement, vers la Mendelivskaya sous l'emprise de la fièvre. Le bruissement de l'eau boueuse était clairement audible. Artyom gravit une nouvelle marche et fit signe à Omer et Lyoka, qui s'étaient arrêtés au pied de l'escalier, de le rejoindre. « Je veux pas y aller !» lâcha Lyoka d'un air entêté en secouant la tête. « Et merde à la fin! Va crever !» Comment se faisait-il, se demanda Artyom, que la anse fût aussi propre, bien nourrie, tirée à 4 épingles, et que juste à côté d'elle, 8 mètres plus bas, exista cette grotte peuplée d'hommes des cavernes. Pourtant, tous les vaisseaux de l'organisme du métro communiquaient.
Comment se pouvait-il? Il n'avait pas bougé. Le commandant avait l'air inquiet. Il portait sans cesse la main à sa nuque, puis examinait ses doigts. Deux des hommes fumaient, et sans qu'il pût en comprendre la raison, ce geste quotidien rassurait Artyom. Ils fumaient. C'étaient donc des hommes. « Nous avons un blessé qui a besoin de soins. Une balle. Par accident. » dit-il en essayant de reprendre son souffle alors qu'il tirait Oleg vers les sacs de sable. Du sable. Il y en avait des quantités astronomiques, rien que dans cette fortification. Il n'y avait aucune raison pour Oleg de mourir. « L'accès à la station Novoslobodskaya est fermé, » lui répondit-on. « Nous sommes en quarantaine. » Artyom se rapprocha autant qu'il le put, mais les gardes-frontières, la cigarette calée au coin des lèvres, rendirent leurs armes. « Halte !» lâcha le commandant. Pourquoi parlait-il d'une voix contrariée? Artyom plissa les yeux pour mieux voir. À cette distance, il était clair que le commandant avait réussi à arracher son bouton. Désormais, la plaie laissait perler le sang goutte après goutte. À peine le commandant en essuyait-il une qu'une nouvelle perlait. « Nous avons des visas en règle. Nous sommes passés tout à l'heure. » Où est allée ma poulette? Reculez d'un pas. Il n'avait pas levé les yeux vers Artyom ni vers Oleg. Il ne regardait que ses doigts, que les gouttelettes carmin. De temps en temps, il coulait un regard sur le côté, comme s'il espérait pouvoir observer la lésion sur son cou. « On pourrait trouver un arrangement, non? Nous irons seulement au point de premier secours, et nous paierons. Je paierai. » Ces paroles laissaient les gardes-frontières indifférents. Ils étaient abrutis par le mélange qu'ils fumaient. Ils attendaient patiemment les ordres de leur chef. Tirer ou ne pas tirer. L'état d'Oleg ne les touchait pas. « C'est un sauvage que tu nous amènes, c'est ça ?» demanda le commandant, agacé, à son bouton de pu. « Ma poulette! » « Hé, jetez-moi ça! C'est l'autre, là, avec son œuf. Je l'ai reconnu à son kilt !» s'exclama enfin un des hommes de rang. L'animal, attrapé par Omer, battait de ses ailes atrophiées. Elle voulait rejoindre son maître aux cieux. Un sauvage? Et comment ça, un sauvage? Reculez! Il va crever sur place! Est-ce qu'il a un visa? Demanda le commandant. Il fit une pause comme s'il venait de se rappeler quelque chose. Il plongea la main dans sa poche, en sortit un morceau déchiré d'une serviette en papier, et la porta à sa blessure. J'en sais rien, s'il a un visa ou non. Reculez. Je compte jusqu'à 3. 1. C'est temporaire, le temps de le recoudre. 2. Le commandant enleva la serviette pour voir si beaucoup de sang avait coulé, et fit une moue contrariée. C'est triste pour l'œuf. Laissez-nous passer, fils de chienne! Écoute, Don Quichotte, ils pullulent comme des mouches là-bas, dit un des hommes à Artyom. Tu as décidé de tous les sauver. Et il n'y aura pas de place pour tout le monde. Ricana un autre en crachant son mégot. Mais s'il vous plaît, les gars! Allez, quoi, s'il vous plaît! 3. Vous avez outrepassé la frontière d'un État souverain, dit le commandant en faisant la grimace. Son bouton suintait toujours. Il regarda Oleg pour la première fois, pour ajuster son tir. Il eut un claquement, comme une pierre qui en percuterait une autre, puis un bruit d'air comprimé qui s'échappait. Les kalachnikovs étaient équipés de silencieux. Aux frontières de la Hanse, on ménageait les oreilles des sentinelles. La balle ricocha sur le mur, fila vers le plafond. Un rideau de poussière blanche tomba lentement. Artyom ne dut son salut qu'à l'année passée sous les ordres de Melnik. Un corps entraîné se passait d'intellect,
Il suffisait que la peau sentît le point précis où le canon allait cracher la mort prochaine pour déclencher la chute, le plongeon, sans comprendre encore très bien ce qui arrivait. Il se plaqua au sol, fit rouler sur le côté le sac vivant qu'il portait et commença à ramper à reculons en tirant Oleg avec lui. On tira encore une fois dans leur direction, mais la poussière empêchait les soldats de viser. Une nouvelle rafale partit en direction de la voie, dans une pluie de miettes de béton. Les singes hurlèrent derrière eux d'un air de triomphe. « Voilà notre lot. Alors, vous avez versé un peu de sable ? Ah, tu te croyais dès lors, hein ? Ben vas-y, essaye encore. » Il n'y avait rien d'autre à faire au poste frontière que mourir bêtement. Artyom descendit une marche puis une deuxième, traînant Oleg derrière lui. L'autre respirait difficilement et s'efforçait de ralentir le saignement. Mais il pâlissait à vue d'œil. « Écoute, bonhomme, t'as pas le droit de crever, compris ? Comment on part de chez vous ? Il doit forcément y avoir quelque chose à Tsvetnoï Boulevard. Il y a quelque chose, non ? Dis, grand-père. » Il y avait un bordel, fit Homer en fouillant dans ses souvenirs. « Voilà. Et dans un bordel, il y a un médecin, pas vrai ? Nous y allons. Et tu t'endors pas. Pigé ? Je vais t'en mettre une sinon. On ne dort pas. » Mais rejoindre le bordel à la nage n'était dans les moyens de personne, encore moins d'Oleg. Et les berges des canaux des deux côtés de la station étaient désespérément désertes de toute embarcation. « Mais pas la peine de s'agiter, il tiendra pas le coup longtemps », lâcha le broker d'un air sonné. « Attends, » fit Artyom. « Je veux mourir, » confirma Oleg. « Vous avez cassé mon œuf. Je suis las de vivre. » « Ferme ta gueule. Va plutôt nous chercher un moyen de nous en aller. » fit Artyom en donnant un coup de sa kalachnikov dans les côtes du broker. « Et toi, montre-moi ton bide. » Il n'y avait pas grand-chose à voir. Une peau sale avec un trou dedans. Le liquide vital pompé de l'intérieur vers l'extérieur. Homer y jeta un coup d'œil lui aussi, et haussa les épaules. Seul le Très-Haut savait si cet homme allait mourir ou non, la mort étant l'option la plus probable. Lyoka s'accrocha au Christ gravé sur sa peau comme à une poignée de parachute, et se mit en chemin, manquant de glisser à chaque pas, à la recherche du salut. Autant chercher la sortie d'une fosse à loups. Qui devait endosser la responsabilité de tout ça ? Se demandait Artyom. L'homme à l'œuf couché devant lui en portait une bonne part. Mais il n'avait pas tiré. S'il mourait, ce serait sa faute. « Au fait, » dit une femme trapue avec un œil boursouflé, « il m'avait promis de me donner sa poule une fois qu'il serait cané. Nous étions très liés tous les deux. »« Va-t'en, » dit Oleg d'une voix faible. « sorcière. » Ne commets pas le péché avant de mourir. Là où tu vas, tu n'auras pas besoin de ta poule. Allez, dis-leur tant que tu le peux encore. Va-t'en, laisse-moi penser à Dieu. Choisis à qui tu veux donner la poule et pense ensuite tout en sous. Ou encore mieux, donne-la-moi tout de suite. La poule ferma les yeux sous la pomme d'Homère. Tout lui était égal désormais. « Comment faire pour partir d'ici ?» demanda Artyom à la femme. « Et où voudrais-tu aller, mon mignon ? Et pour quoi faire ? Ici aussi, il y a des gens. Nous pouvons nous occuper de la poule ensemble. Oleg va crever. Avec toi, nous trouverons bien un terrain d'entente. » dit-elle en le gratifiant d'un clin de son œil valide. « Ce n'est pas moi qui l'ai tué, » décida Artyom. « Hé ! Les paroles d'une chanson flottaient au loin. Une sorte de marche. « Hé, là-bas !»« Quoi ? Il y a des gens qui sortent du tunnel. À la rame !
Lyoka se tenait droit comme un i, et fixait d'un regard incrédule son Jésus qui avait répondu à ses prières. Artyom prit Oleg dans ses bras. L'homme, en s'asséchant, devenait de plus en plus léger, et ils coururent lentement vers le canal. Quelque chose y flottait, en effet. Était-ce un radeau? Oui, c'en était un. Une lampe brillait à la proue. Des rames plongeaient en rythme. Une chorale désaccordée résonnait au-dessus de l'eau. On arrivait depuis Savelovskaya, et on se dirigeait vers Tsvetnoï Boulevard. Artyom claudiqua à leur rencontre en manquant de tomber dans le canal, avec le blessé dans les bras, et de s'y noyer bêtement au dernier moment. « Arrêtez-vous! Oh, arrêtez-vous !» Les rames suspendirent leur mouvement, mais il était impossible de distinguer les occupants de l'embarcation. « Ne tirez pas! Ne tirez pas! Prenez-nous à bord jusqu'à Tsvetnoï. Nous avons de quoi payer. » Le radeau se rapprocha, hérissé de canons de Kalachnikov. Il y avait 5 hommes à bord, tous armés. Et il était possible de voir désormais qu'il y restait encore la place pour quelques passagers. Ils se pressèrent tous sur le bord du quai. Artyom avec le mourant, Omer avec la poule, Lyoka avec sa main. On les examina les uns après les autres sous un puissant faisceau de lumière. « On dirait qu'ils sont normaux. Ça vous coûtera un chargeur. Grimpez. »« Oh ! Oh ! Loué sois-tu !» Artyom fut incapable de terminer sa phrase. Il avait envie de chanter. Ce fut avec l'impression qu'on venait de sauver son propre frère qu'il déposa Oleg sur le radeau, un assemblage d'un millier de bouteilles en plastique vide, et se laissa tomber à ses côtés. « Ne va pas me claquer entre les doigts avant qu'on arrive à Tsvetnoï, » ordonna-t-il au blessé. « Mais je ne veux pas y aller, » objecta l'autre. « Quel sens y a-t-il d'aller quelque part ?»« Ne l'emmène pas, ne déchire pas le cœur d'une femme, » lança celle qui ne les quittait plus d'une semelle. « Mais où veux-tu l'emmener » lança-t-on en soutien depuis la jungle. « Ne tourmente pas cet homme, laisse-le. Il a vécu ici. Qu'il y laisse son âme. Vous le boulotteriez avant qu'il soit froid. Ah, t'es vexant. » Ils n'avaient plus le temps de se disputer. Le moment était venu d'appareiller. « La poule, laisse-la ici. Ah, sois maudit, que tu deviennes aveugle. » Mendelivskaya disparut dans les limbes du passé. Ils allaient naviguer dans le tunnel inondé vers un autre bout du monde, où scintillait la vie tel un phare dans la nuit. « Et où allez-vous comme ça, les frangins ?» demanda le broker au rameur. « Rejoindre le 4e Reich » lui répondit-on. « Nous sommes des volontaires.